La religion, c'est une invention de l'homme, et même il y en a qui en abusent, qui donnent les pleins pouvoirs à un Dieu que personne ne connaît. Est-ce que le Dieu serait vraiment content qu'on fasse la guerre ? Donc la chirurgie a joué un rôle très important, j'ai adoré ça, et en même temps c'est ce qui m'a ouvert dans des grandes aventures comme Tabarly, l'Everest, etc. Quand je suis au pôle Nord sous la tente, il fait moins 52 sous la tente, je suis seul, effectivement je sais que j'entre en hypothermie, et j'attends qu'une chose, c'est que je puisse marcher pour réchauffer mon corps. Je pense que j'ai tenu parce que j'étais seul, parce que si on avait été à deux, il y en aurait au moins de deux, peut-être moins, on atteint des limites là. Pour atteindre le pôle Nord, pendant 63 jours, sur tes skis, par des températures qui peuvent atteindre jusqu'à moins 52 degrés, à quoi tu penses quand tu avances? Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Jean-Louis Etienne. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Alors, tu es médecin, Oui. devenu explorateur, puis écrivain. Tu incarnes aujourd'hui l'esprit d'aventure au service de notre connaissance de la planète, puisqu'à travers tes expéditions audacieuses, tu nous interpelles sur l'urgence climatique et sur la préservation de nos écosystèmes. Tu inventes ta vie chaque jour, c'est ton expression. Tu as même fait un livre et ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu reviens d'ailleurs à peine de l'Antarctique Oui. encore, là. Oui. Ton leitmotiv à toi, c'est la persévérance. Tu en as fait un autre livre. Tu as même fait un bateau. Bateau. Merci, donc de venir aujourd'hui dans Les Pionniers pour, nous partager les coulisses de ton parcours, inspirant. Je suis curieux, on est tous curieux, de découvrir ce que tu penses quand tu fais tout cela. On va donc essayer de comprendre ce qui te motive, ce que tu ressens aussi, et c'est aussi ça qui nous nourrit. Notre exploration sera, agrémentée d'informations et d'illustrations de Rebecca qui viendra ici sur ce plateau. Et on commence, tout de suite par une exploration de ton parcours. Alors, tu es né en, 46 dans le Tarn, dans un foyer modeste. Vous n'aviez pas d'électricité, Si, l'électricité, mais pas l'eau courante. voilà, alors pas d'accès à l'eau. Oui, l'accès à l'eau se faisait au moyen, D'un puits. d'une pompe Oui. dans la cuisine. Dans la cuisine, oui. Et dès ton plus jeune âge, tu as aimé partir à l'aventure. Tu avais même imaginé à 14 ans, partir tout seul. Tu avais fait tous les plans pour partir, Dans les dormir Pyrénées en hiver. dans les Pyrénées en hiver, tout seul déjà à 14 ans. Hem Est-ce que tu penses qu'on est explorateur ou on le devient? Je pense que si on ne le naît pas, il faut le devenir. Parce que en fait, l'exploration, c'est ouvert à tout le monde. Mmh. C'est des fois abandonner ce que l'on a acquis pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles découvertes, pour un nouveau métier Alors ça, c'est exploration de toute vie. de Après, toute vie. explorateur extrême comme toi pour aller du pôle Nord Après, au pôle des Sud, explorateurs, il y en a beaucoup. Moi, j'étais au pôle Nord en solitaire, ça fait qu'on a parlé de moi. mmh. Mais il y en a beaucoup qui sont explorateurs, qui font des expéditions extraordinaires, qui le font souvent des fois en famille ou Mmh. seuls et dont on ne parle Louis, pas. Gégé, ça te rappelle quelque chose, tous ces gens-là? Gégé, bien sûr, Denis, tout ça sont des gens, qui m'accompagnent et qui ont été très importants dans mes expéditions, dans la préparation du matériel et tout ça, et donc c'est moi qui suis à l'affiche, quoi. Bon, et alors tu étais aussi, super campeur, tu m'as dit, avant de devenir explorateur. Oui, Heu, moi j'aimais vivre dehors en fait, tu l'as dit, je suis né à la campagne et j'aimais vivre dehors et je m'inventais des histoires, je m'inventais des expéditions. Sans Parce que le Tarn, c'est vraiment la campagne, quoi, hein. Il y avait les Pyrénées étaient assez lointaines et je m'inventais ça, et donc c'est quelque chose qui m'a toujours, habité, de partir sac à dos, d'aller dormir dehors quelque part. Je faisais ça quand j'étais jeune, oui. et nous allons refaire un petit peu ton parcours, une partie, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout résumer en 2 minutes. Rebecca? Et avant tout cela, vous n'aviez pas été pris en sixième au collège car vous n'aviez pas les notes suffisantes. Oui, Vous êtes parti faire des études professionnelles de tourneur-fraiseur. oui. Ça vous allait puisque vous souhaitiez devenir menuisier, vous aimiez le bricolage. Et là, pour la première fois, vous avez des bonnes notes. Vous êtes même identifié par votre prof comme ayant du potentiel, puis êtes envoyé en seconde générale pour passer un bac technique. Vous vous inscrivez à la fac de médecine de l'Université de Toulouse. Et dès la deuxième année, vous vous intéressez à la chirurgie et pratiquez en tant qu'aide opératoire, puis assister à des opérations à répétition. Vous devenez donc interne en chirurgie et vous obtenez finalement un diplôme de biologie et de médecine du sport,
Puis, vous vous engagerez ensuite sur toutes les expéditions que vous trouverez. La course autour du monde en 1977, le pôle Nord en solitaire en 86, l'Antarctique en 89, la banquise pour étudier le réchauffement climatique en 2002, l'île de Clipperton dans l'océan Pacifique en 2005, l'Antarctique également, la première traversée de l'océan Arctique en ballon en 2010 et j'en passe. Bref, pas facile de vous arrêter puisque vous ne cessez de persévérer, titre que vous donnerez à votre livre, et Persévérance, nom de votre bateau. Génial, génial, vous avez tout dit. Oui, presque. Mais Je vais garnir entre les lignes. maintenant, il faut qu'on comprenne pourquoi. Alors, tu avais eu un vrai coup de foudre pour la chirurgie et une Ah là, passion oui, pour oui, l'orthopédie. la chirurgie, oui, parce que en fait, donc j'ai toujours été manuel, j'ai toujours bricolé. Je voulais jouer de la guitare, j'ai construit ma guitare. Donc j'ai toujours fait les choses. Et en deuxième année de médecine, j'ai demandé à un chef de clinique si je pouvais assister aux opérations, d'accord, pendant l'été donc. Et j'étais là tous les jours. Et au bout d'un mois, il y a une urgence de la main. L'interne n'était pas là et le chef de clinique demande à la chef du bloc, elle dit: «Habille Étienne». Ça, c'est un grand moment de ma vie. Habiller Étienne, donc en chirurgie, on se lave les mains, on est stérile et on t'habille. Et le chirurgien, il opère avec ses 10 doigts et il a besoin d'une aide opératoire pour tenir les pinces, pour éponger, etc. Et là, je retrouve en médecine le travail manuel, la chirurgie. Et je dis: «Mais je serai chirurgien», avec une faiblesse, pas qu'une faiblesse, une passion plutôt pour l'orthopédie. Effectivement, l'orthopédie, je retrouve la mécanique. En orthopédie, on met des vis, des plaques, des broches, maintenant des prothèses et j'ai adoré ça, quoi. Mais alors, tu pars quand même avec Éric Tabarly en 77 à bord de Penduic 6. Oui, C'est quand même pas la même, vie. Est-ce que tu sais pourquoi tu as fait ce choix et comment ça s'est passé? j'avais déjà fait quelques expéditions avant de partir, avec Éric Tabarly. Je conservais un lien avec la médecine à travers des remplacements de médecins généralistes. Parce que la chirurgie, c'est quelque chose qui demande à être là en permanence. Et donc j'ai maintenu ce lien, heu et donc je faisais quand même de la médecine, j'ai fait des expéditions et donc j'écris à Tabarly que je rencontre en rentrant de Patagonie. Lui, il était à Rio, il était dans une course au large, en escale de course, à une étape et à l'aéroport, je le rencontre et je vais le voir, je lui dis: «Écoutez, je suis médecin». D'abord, il s'inquiète, il me dit: «Vous êtes de la course, là?» Je dis: «Non, non, je suis alpiniste». Ça l'a soulagé. Il n'avait pas à traiter mon cas parce que tout le monde voulait embarquer avec Tabarly. Oui, alpiniste, a priori, tu avais rien à faire sur un bateau. Et non, mais Mais j'étais médecin. Je lui oui, dis: «Je voilà. suis médecin et je peux être utile, je suis sportif», et cetera. Et puis il m'a demandé mon adresse et il m'a envoyé un message, un courrier, presque un an après. J'étais revenu à la fac et le matin, je me souviens, c'était en février, à la boîte aux lettres, lettre de Tabarly. J'ouvre, je tente de monter les escaliers, j'avais déjà décidé, je me vais me barrer. Je me souviens, je suis allé voir mon patron de la fac, je lui ai dit: «Regardez ce que j'ai reçu». Il m'a dit: «À votre place, moi j'irai». J'ai dit: «Mais c'est ce que C'est je ce que suis je suis venu c'est vous ce que dire. je vous dire, je». Justement. Voilà, donc la chirurgie a joué un rôle très important, à la fois, parce que j'ai adoré ça et en même temps, c'est ce qui m'a ouvert dans des grandes aventures comme Tabarly, l'Everest et cetera. Est-ce que tu penses que sans être médecin et bricoleur, tu aurais eu plus d'appréhension à partir en expédition? Ou est-ce que le fait, de savoir, réparer quelque part, quelqu'un qui est malade, Alors ça t'a rassuré à partir loin comme ça? Parce qu'on se dit souvent, quand on part, bon, faut être pas loin d'un hôpital, enfin, s'il se passe quelque chose, bon, là, c'est un peu toi oui, l'hôpital. non, mais la médecine m'a effectivement aidé quand je dis à Tabarly: «J'aimerais embarquer». «Tu es quoi toi?» «Je suis médecin», donc c'est ce qui j'ai une porte qui s'ouvre quoi, hein, mais j'aurais fait des expéditions malgré tout. J'aurais alterné avec, la médecine des expéditions, j'aimais ça. Maintenant, peut-être j'aurais pas fait tout ce que j'ai pu faire, mais c'est quelque chose qui m'a toujours tenté, j'aimais ça et j'avais quel âge? J'avais 38 ans, j'avais déjà presque 12 ans d'expédition comme médecin, mais enfin j'avais fait des quand on est avec Tabarly, on est de quart comme tout le monde, quoi, hein. Moi, j'avais mes heures de bar et cetera. Très vite, on apprend et puis on est efficace. L'Everest, c'était un peu pareil. Tu alpiniste, c'est la mer à Oui, 38 ans. l'Everest, tu avais 38 ans justement. Ouais et je me dis, on gagnait pas sa vie, rien, puis c'était peut-être pas j'allais clôturer un peu ces expéditions, puis je me dis: «Je vais faire la mienne. Je Mmh. vais faire la mienne» et c'est comme ça que je décide que mon pôle Nord à moi, mon Cap Horn, mon Everest sera le pôle Nord et donc
C'est quelque C'est chose qui 1 an plus tard ou 1 an et demi plus tard, un peu tu décides d'y plus, aller non, c'est en juste en rentrant de 86, juste en l'Everest. rentrant de l'Everest, tu te dis: Oui, «Je vais faire oui, l'expédition au pôle oui, Nord». ça m'a pris 2 ans de préparation, un essai en 85, j'ai échoué, donc et 86, je réussis. Mais tu as évoqué que j'étais super campeur. En fait, c'était ça, quoi. Parce que le pôle Nord, c'est pas compliqué non, Oui. au sens Mmh. technique. Ah. Quand tu es alpiniste, veut dire il faut une là, moi, j'étais pas du tout un Ah oui, c'est marin. tout plat, d'accord. Enfin, Enfin, même c'est pas pas la même plat, non, difficulté, quoi. non. Non, enfin, c'est tout plat, je veux dire, c'est C'est pas une montagne, mais c'est plein de petites montagnes, parce que des fois Oui, mais enfin, quand ce on que voit je veux dire, l'effort, c'est tirer un traîneau. Tu as pas besoin de faire un stage si tu veux, tu vois? Ou oui, une une oui, mais après, il faut formation. passer entre les parce que ce dont on se rend pas compte, c'est qu'on a peut-être l'impression que c'est tout plat. Alors excuse-moi d'avoir C'est dit que très c'était tout plat, chaotique mais comme c'est très, très chaotique. C'est oui, beaucoup de blocs de glace qui parfois font 4 ou 6 exactement. mètres de haut. Oui, c'est des murailles de glace, on appelle Oui. ça des crêtes de compression parce que la banquise travaille. Les blocs de glace se chevauchent comme ça, font des murs et c'est très chaotique et donc c'est un mais techniquement, tirer un traîneau, c'est pas très compliqué et quand on a évoqué le mot de super campeur, j'avais connu des tempêtes, j'avais connu des bivouacs, difficiles donc j'étais préparé à ce genre d'aventure, quoi. Et tu penses que tu avais combien de pourcents de chances de réussite? Tu t'étais Écoute, donné un j'ai pourcentage? Il y a des gens qui t'ont donné des pourcentages, je crois, oui, de oui, réussite. oui. Et À ben, Revolut, là. j'étais hébergé dans une toute petite, auberge qui était tout à fait à l'extrême nord du Canada, à Resolute Bay, c'est un village le plus au nord là-haut et il y avait un gars de Madras, un Indien de Madras qui tenait une petite auberge et il en avait vu passer, ça fait longtemps qu'il était là. Il en avait vu passer, puis qui arrêtait des fois, qui ne partait même pas parce que c'était insupportable, il faisait tellement froid et cetera et il m'a dit: «Mais moi, je sens chez vous je vous donne 1% de chance». Seul, en plus, personne n'avait tenté ce truc-là, quoi et j'ai échoué en Et il t'a 85, tapé il sur avait l'épaule en raison. partant? En disant: J'ai «Allez, Je vas-y suis maintenant». revenu en 86, il m'a donné 2% de chance, le double et bon, j'étais mieux préparé. À quoi tu penses quand tu avances, sur tes skis comme ça pendant alors là, ça a pris 63 jours, hein, pour, atteindre le pôle Nord. Pendant 63 jours sur tes skis, par des températures qui peuvent atteindre jusqu'à -52 degrés. Oui. Quand on à heu, quoi on pense, le parcours c'est un parcours d'obstacles. Donc on cherche la route la plus facile, quoi, parce qu'on tire un traîneau qui est lourd et donc il y a des murailles à passer, des murailles de glace. Donc de temps en temps, on décroche le traîneau, on monte sur une crête de compression pour essayer de regarder un peu quelle va être la route la plus facile. Donc on est occupé par la c'est une route qui n'existe pas. Donc on est occupé par le choix de voilà. Donc j'avais pas de j'étais pas en vide de penser, quoi. C'est une retraite hors du monde intense parce qu'effectivement en 86, il y a pas de GPS, il y a pas de téléphone, il y a rien, donc je suis mais qu'est-ce seul qui se avec passe si moi-même, le quoi. matériel, que tu as, casse? Alors le centre spatial, le CNES, m'avait donné une balise, quelque chose de très récent, une balise de détresse et si j'appuyais dessus, ça a envoyé un signal de détresse. On espère. Le Oui, ça Que devait c'est pas marcher, gelé par le mais froid aussi, surtout ça donnait la localisation du signal de détresse. c'est tout. Oui, c'est tout. Donc il y avait pas on ne sait pas pourquoi j'ai appelé sur la détresse, qu'est-ce qui se passe et cetera. Donc c'était très pauvre et évident, on passe du temps avec soi. La question que tu me poses est vraie, mais on est d'abord, il y a, heu, résister à la tentation de l'abandon qui est constante, quoi. C'est tellement chaotique, c'est tellement difficile. Puis l'avion qui m'avait amené au nord du Canada m'a dit, «Je viendrai te chercher au plus tard le 15 mai», c'est-à-dire j'avais 2 mois et j'avançais pas. J'avançais pas, je me dis: «Je vais jamais y arriver» et j'ai tenu en me disant: «Tiens, tiens, puis tu verras», quoi. Comme ça que je suis arrivé au bout. Mais alors, tu es arrivé au bout cette fois-ci, mais tu as recommencé plus tard. Déjà au pôle Nord, tu y es allé en 86, en 2002 et en 2010. Donc, Ah oui, tu es un oui, résident, presque permanent, de du pôle Nord, mais passage, aussi du pôle Sud en même temps. Parce que 3 ans après, ton expédition, en solitaire au pôle Nord, tu décides de traverser cette fois-ci le pôle Sud, l'Antarctique, d'est en ouest. 6 300 kilomètres, 7 mois d'expédition. Enfin, je ouais, rappelle, les chiffres pour ouais. qu'on se projette un petit peu. Et qu'est-ce qui te guide et qui te permet de continuer, à avancer quand tu sens plus ton corps? Je sens plus mon corps. Tu veux dire une hypothermie peut-être? Je ne sais pas ou alors Tu le sens quelque toujours chose ton corps? Enfin, ah oui, oui. non, mais j'ai un passage où, je me souviens de ton texte sur la torture du froid. Ah oui, ça c'est quand je suis au pôle Nord sous la tente, oui. Oui, et là, Là, oui, la torture du froid.
Quand je sens, heu, il fait -52 sous la tente, quoi, c'est le 6 mars, hem et je suis seul, effectivement. Je sais que j'entre en hypothermie, j'ai tout sur moi et j'attends qu'une chose, c'est que le jour revienne, que je puisse marcher, que je puisse être actif pour, heu, réchauffer mon corps, quoi et je pense que j'ai tenu parce que j'étais seul, parce que si on avait été à 2, je suis sûr qu'il y en aurait au moins de 2, peut-être moins, en disant: «Attends, là, on est atteint on atteint des limites, là, quoi» Mmh. et c'est vrai que si personne ne l'a fait, peut-être qu'il y a quelque chose Il y a qui ne une va raison. pas. Il y a peut-être une raison. Voilà et donc j'ai tenu, je faisais des tables de multiplication pour interroger ma conscience. Et Bon, vérifier que ça marchait encore. oui, pour vérifier que ça marche encore, oui. D'accord. Alors on connaît un petit peu plus, sur, ton parcours et tes motivations. C'est l'heure pour nous de passer à tes passions. Tu es un aventurier, mais au-delà, du challenge individuel, tu donnes depuis des années un sens à tes exploits. Tu te mets au service de la science et de la connaissance de notre planète. Rebecca. Entre 1990 et 1996, vous avez mené plusieurs expéditions à vocation pédagogique pour faire connaître les régions polaires et comprendre le rôle qu'elles jouent sur la vie et le climat de la Terre. Vous faites construire le voilier polaire Antarctica, aujourd'hui Tara, et êtes parti dans les années 90 pour la Patagonie, la Géorgie du Sud et la péninsule antarctique. En 93-94, c'est l'expédition au volcan Erebus. En 95-96, cette fois l'hivernage au Spitzberg. Et au-delà de votre accomplissement personnel, il fallait pour vous trouver du sens, un autre sens, et celui-là, vous l'avez trouvé grâce à la science, à la découverte et à la compréhension de ces explorations qui ont pris le dessus et sont devenues une nouvelle raison de réaliser tout cela. Après votre mission banquise en 2002 à bord du Polar Observer, l'année suivante, vous dirigez une expédition tout aussi particulière que les autres sur l'île de Clipperton, cette fois pour réaliser un inventaire de la biodiversité et un état de l'environnement de cet atoll français du Pacifique. Et puis un peu plus tard, votre prochain arrêt sera une mission de 3 ans autour de l'Antarctique à bord du PolarPod, une station océanographique internationale pour l'étude du courant circumpolaire polaire antarctique, acteur majeur du climat de la Terre et une immense réserve de biodiversité marine encore bien méconnue. Oui, c'est Bien ça, renseigné. bien renseigné. Oui, la science, elle est innée, quoi. Moi, j'ai une formation scientifique, donc j'étais, interne des hôpitaux, j'étais assistant d'université, donc la culture scientifique, elle est pas que médecine, la culture, biologique, les sciences de la terre, les sciences de la vie, tout ça, et en fait, dans ce contexte d'expédition, je suis un logisticien, en fait. Moi, je sais monter une expédition et donc j'amène avec moi des chercheurs, des scientifiques qui font leur travail de recherche et moi, ce que j'aime bien quand il y a un coin qui est difficile d'accès, qui a une attente de la communauté scientifique parce que c'est difficile d'y aller, donc on va faire un outil spécial pour y aller. Mmh. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le partage en temps réel de ces émissions à des fins pédagogiques. J'adore ça parce qu'en fait, le terrain, ça te donne une légitimité. C'est le gars qui est là-bas qui nous parle. Voilà, donc j'ai aimé ça. Moi, je suis très autodidacte, en fait, de par mon parcours. Ça a été très bien dit, donc je n'avais pas la note pour entrer en sixième. J'ai toujours des difficultés pour lire. Heu et donc je suis très autodidacte et d'apprendre à soi-même, ça me passionne et j'aime beaucoup partager la connaissance, passer au tamis des phénomènes complexes pour terrer quelques pépites que tout le monde comprend, à partager sans dénaturer le propos, quoi et ça, j'aime beaucoup ça. Alors justement, tu aimes, beaucoup écrire, hein, tu le dis, tu dis: «J'aime écrire». La mélodie des mots choisis transcende, les fugaces émotions du réel. Oui. Alors non seulement tu écris, mais tu es poète, enfin ton écriture est formidable, hein. Enfin moi j'ai lu, plusieurs de tes livres, c'est fabuleux. Est-ce que tu écris pour toi ou pour nous, au final? Ou pour les 2? Et Ah, c'est une bonne question. J'écris pour moi. Heu, là, écrire donc, par exemple, le premier iceberg. Le premier iceberg, 79, j'avais monté une expédition sur la côte ouest du Groenland. Premier iceberg, c'est une émotion très forte, quoi, déjà, c'est une cathédrale qui flotte, quoi, hein, qui est éphémère. On n'y reste pas longtemps, on s'approche pas trop et s'il bascule, un truc comme ça et après, par l'écriture, j'ai décrit cette rencontre. J'ai presque pleuré parce qu'en fait,
d'aller chercher les mots de l'émotion. L'émotion, elle est très éphémère, dans l'instant où on voit quelque chose, waouh, puis après aller travailler cette rencontre, lui trouver la couleur, le temps, l'émotion. hem et donc l'écriture permet de revivre quelque chose et multiplier l'intensité de l'émotion, et le choix des mots, c'est une exploration. Le choix des mots, qui a la couleur, qui a la musique, qui a le sens, voilà, et donc j'ai découvert que je pouvais écrire parce que moi j'avais des notes proches du niveau de la mer, quoi, hein, à l'école, quoi, même au collège technique, quoi, hein. Mais parce qu'en fait, je sais. Oui, tu me disais qu'en plus que, enfin, à l'époque, c'était pas catalogué, mais aujourd'hui, ça s'appellerait, TDA, ce que tu avais, c'est-à-dire, Oui, j'ai des des troubles troubles du d'attention, déficitaire de l'attention. C'est-à-dire que tu oui, étais ça serait, un ouais. peu dans la lune, et où, Ah oui, dans la lune surtout, ouais, et voilà. en fait, je sais pourquoi j'avais des très mauvaises notes. J'adorais quand madame Delmas, elle s'appelait, elle m'aimait bien, mais elle me foutait des notes catastrophiques parce que je méritais pas mieux, et en fait, elle nous donnait toutes les 15 jours ou 10 jours, je me plus, une rédaction, un sujet de réflexion, une rédaction, et j'adorais ça. Je vivais avec, et puis j'écrivais quelque chose que j'avais envie d'écrire, mais c'était Qui était hors hors sujet. sujet totalement, ça valait rien. Donc voilà, et donc je suis souvent hors sujet, et même quand je lis, à la 4e page, des fois avant, le récit m'amène dans mes histoires ou dans d'autres histoires, quoi. J'ai des difficultés de l'attention, sauf alors par contre, quand je rentre dans quelque chose qui m'attire vraiment, dans lequel je suis, là, je sais plus l'heure qu'il est, quoi. Je passe de Et alors dans tes expéditions, tu as frôlé, la mort, hein, je pense plusieurs fois, mmh. Oui, j'ai eu de la chance. voilà, et qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu sais que tu risques la mort, mais qu'en plus tu as fait exprès d'y aller? Non, oui, quand on va en montagne, on n'est pas à l'abri d'une avalanche, quoi, hein. C'est ce Oui, qui se passe dans les sommets himalayens, alpins aussi, et j'ai des souvenirs, effectivement, monter un couloir le soir, un couloir de glace, quoi, et il fallait qu'on monte en altitude un peu, qu'on prenne de l'altitude, et puis il y avait une rive sur la droite, là, et puis on s'est dit: «Tiens, on va aller dormir là». On est sorti du couloir de glace, on était à peine sortis du couloir, une chute de sérac énorme qui amène des pierres à l'échelle himalayenne, quoi, c'est des trucs énormes. Ça sentait le soufre, ça sentait la pierre qui éclatait, en fait, et ça nous passait à côté, quoi. Donc là, j'ai eu de la chance, à quelques secondes près, on n'aurait rien senti vu le voilà. Bon, puis après, il y a eu le pôle Nord, je passais à travers la glace, j'aurais pu y rester effectivement. J'avais ce réflexe que si la glace sous mes pas s'effondrait, je ne pouvais pas remonter en m'appuyant de mon corps, donc c'est un peu comme les sables mouvants, il faut aller s'allonger et ramper pour sortir, donc je l'ai fait. Voilà, donc j'ai eu de la chance, oui. tu es croyant? Ah, ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas de je n'ai pas de religion, mais je suis croyant, au sens où, ce qui est fascinant, c'est la vie. Moi, en même temps, c'est le médecin qui parle, la vie. On ne sait pas faire la vie. On ne sait pas faire la vie. Depuis qu'on parle tous les 2 là, ta bile, elle est sécrétée, tu as peut-être mangé des choses un peu grasses, peut-être tu as mangé un truc sucré, il y a le pancréas qui fait le boulot, il y a le cœur qui bat, il y a la température qui se maintient à C'est tout. 37. Oui, 37. Mais qui est aux manettes de cette magie qu'est la vie? Voilà, et ça, pour moi, c'est la religion, c'est un truc, c'est une invention de l'homme, quoi, la religion, et même il y en a qui en abusent, quoi, qui donnent les pleins pouvoirs à un Dieu que personne ne connaît, sauf à travers les textes, mais est-ce que le Dieu serait vraiment content qu'on fasse la guerre? Je ne sais pas, donc je suis croyant dans une alors je dis, on aurait tort de se priver de l'idée de Dieu, mais d'un Dieu qui a inventé la vie, quoi, quelque chose qui nous dépasse, qui est si compliqué que ça. Parce que sincèrement, on est des c'est mystérieux, le fonctionnement du corps humain, pas le fonctionnement du vivant. On ne sait pas faire la vie. Mmh. Tu dis à une femme qui a fait des enfants, cette phrase-là: «On ne sait pas faire la vie». Mais monsieur, moi j'ai 2 enfants. Mais madame, vous avez fait un enfant avec un ovocyte qui était vivant Oui, et un spermatozoïde qui donner la était vie, c'est pas vivant. la même chose que créer Voi la vie. C'est voilà, donc et donc ouais. cette magie-là de la vie, alors ça me fascine, quoi. Donc je suis croyant, je sais pas, je suis émerveillé par une intelligence supérieure, quelque chose qui a fait bon, il y a eu une évolution, ça s'est complexifié, mais c'est magique. Émerveillé par une intelligence supérieure, ça me va très bien. Merci Jean-Louis pour, ce partage. Sur ce, nous passons à la séquence suivante. Et c'est la séquence actu. On voudrait parler de ton dernier projet, Rebecca. Le Polarpod.
Infatigable défenseur de la planète que vous êtes, le Polarpod est sans doute une de vos expéditions les plus ambitieuses. Un projet à la Jules Verne. Il s'agit d'un vaisseau vertical économique écologique qui fonctionne via des énergies renouvelables et très stable dans la grosse mer, qui dérivera dans l'Antarctique grâce au courant circumpolaire et a pour objectif de comprendre le fonctionnement de ce puits de carbone. L'océan austral absorbe 50% du gaz carbonique qui est absorbé par les océans et deux, faire un inventaire de la faune par acoustique, voire une découverte d'espèces. Et il paraît que vous espérez grandement voir un calamar Colossal. colossal. C'est donc la première campagne océanographique zéro émission. Bravo. Vous avez bien résumé ce que c'est que le Polarpod. Alors c'est passionnant, donc évidemment c'est un grand projet qui a Ah besoin oui, oui, d'être financé. c'est une cathédrale. Tu as déjà quelques financeurs, mais aussi pour le financer, tu proposes des croisières. Alors, je ne sais pas si on appelle ça vraiment des croisières, mais sur Persévérance, enfin en tout cas Oui, alors c'est un des projet voyages. c'est un projet qui est énorme, hein. Ça fait 10 ans que je travaille dessus. Il y a effectivement 2 investissements. L'État finance la construction, hein, Mhm. c'est donc un financier SGPI, secrétaire général pour l'investissement. Donc la construction est financée par l'État, Ifremer et maître d'ouvrage. Moi, je suis l'exploitant. Mais exploiter le Polarpod et puis faire le tour de 2 fois de l'Antarctique qui va prendre 3 ans, il y a toute une logistique. Effectivement, donc personne ne restera 3 ans à bord du Polarpod. Mhm. Et donc, on fait des allers-retours entre la côte la plus proche avec Persévérance, ce Sur le navire. bateau Voilà. Persévérance. Et donc, Persévérance est un navire dont j'ai la responsabilité financière. Donc, il a fallu faire des emprunts, etc. Et puis, donc, on a des partenaires, on a des mécènes, on a des sponsors, effectivement. Et les voyages que l'on fait à l'heure actuelle, qui sont des voyages de mise au point de Persévérance et de mise en place des équipements scientifiques, on accueille des gens payants, effectivement, pour faire des voyages en Antarctique, au Spitzberg. On revient au Spitzberg bientôt. Effectivement, c'est sur notre site, si les gens Ouais, veulent. du Et, pôle sud au et chaque Spitzberg, passager est un 3 km. contributeur de Polarpod. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et on partage du temps dans les régions polaires avec moi. Eh bien voilà, les auditeurs intéressés sauront contacter la rédaction pour pouvoir ou contacter directement Polarpod. Sur le J'imagine que site sur le site, on internet, peut oui. directement s'inscrire pour une croisière absolument hors norme. C'est pas vraiment une croisière, mais c'est plutôt une expédition, une aventure. Alors, c'est pour nous C'est le un moment, voyage découverte. un voyage découverte. Exactement. Nous passons maintenant à la séquence rapide de l'émission, le Quizella. Alors le Quizella, c'est quoi? C'est un quiz rapide. Je te pose des questions et tu y réponds le plus rapidement possible. Tu es prêt? Je vais voir, ça dépend de la On va question. voir. Eh bien, c'est parti quand même. L'endroit de la Terre qui t'a le plus scotché? On va dire le pôle Nord, parce qu'il n'y a rien. Et ça a orienté ma vie. L'expédition qui t'a fait le plus peur? Une expédition himalayenne, parce qu'effectivement, les avalanches, c'est ce que l'on redoute le plus, et j'ai eu de la chance. La différence entre persévérance et obstination? Dans la persévérance, il y a la poursuite d'un chemin, d'une idée, d'une envie. Euh, il faut la nourrir, la persévérance. L'obstination, j'ai le sentiment qu'on est bloqué, c'est l'idée que j'en ai. La persévérance, ça se nourrit en avançant toutes ses antennes dehors pour le construire. Les bienfaits de la solitude? La solitude est une amie avec laquelle je passe du temps, et c'est constructif. Il y a de l'intensité dans la solitude. C'est pas une solitude d'abandon, hein, une solitude de construction. La petite phrase qui te donne du courage quand tu as froid? Alors, quand j'ai froid, il faut se bouger. La seule façon, soit on se couvre, on a à l'abri, mais même Et quand il fait très même quand on froid. n'a pas froid, il faut se bouger. Alors plutôt Frison Roche ou Tabarly? Alors, frise en roche, c'est l'esprit, la découverte de la montagne. Tabarly, c'est l'engagement sur la mer. Ce sont ces 2 univers que j'ai fréquentés, quoi. Entre le rationnel, le cerveau, l'émotionnel, le cœur, et l'instinct, c'est-à-dire les tripes, le ventre, qui décide chez Jean-Louis Etienne? Répète. Entre le cerveau, le cœur et le ventre, qui décide? Mais on ne fait qu'un. On ne fait qu'un. Tout le monde décide. Ton conseil aux jeunes? Suivez la voie de vos rêves, même si le chemin est difficile. Ta citation préférée? Jaurès, le discours à la jeunesse en C'est ça, 1903. À la exactement. jeunesse, 1903, aller à l'idéal, tout en comprenant le réel. Ce que tu aimes chez les aventuriers? La liberté d'inventer sa vie. Ta potion magique à toi? Ma potion magique, alors c'est un truc que l'on avale, c'est un truc que l'on boit, c'est Ce que quelque tu chose veux. qui me Non, donne ça peut être une pensée. Ça peut être une musique. Une DJ musique. Kell le matin, de temps en temps, ça me remue bien.
Ta kryptonite à toi, ce qui t'affaiblit. C'est quoi la kryptonite? C'est ce qui affaiblit, Superman, tu sais? C'est ce qui t'affaiblit. C'est ce qui m'affaiblit. Je ne suis pas inoxydable et donc j'ai aussi mes moments de doute. Si tu n'avais pas pu faire ce que tu as fait et ce que tu as fait, aujourd'hui, tu aurais fait quoi? Autre chose, Ouais, avec au c'est une bonne réponse. avec autant d'intensité, j'espère. D'accord. Qu'est-ce que l'esprit pionnier pour toi? L'esprit pionnier, c'est l'audace, il y a de l'audace et l'audace, encore une fois, je le dis à tout le monde, on ne repousse pas ses limites, on se découvre, on est capable de choses que l'on ignore de soi. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains regardaient, les pionniers aujourd'hui, quelle serait la plus belle phrase que tu aurais envie de leur adresser? Je leur dirai à chacun: «Inventez votre vie en tenant compte de l'impact que ça a sur les autres». Eh bien, ce sera le mot de la fin de cette séquence. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu du Quizella. On va se quitter sur, cette chanson que tu as sélectionnée, Forever Young Oui, de Bob Dylan. ouais, je Alors me pourquoi tu as choisi cette chanson? je me la passe, parce que j'ai 77 ans et de temps en temps, Et si je tu es Forever Young. et je suis forever young. Quand je regarde, si tu veux, c'est quand je me projette sur quelqu'un qui avait 77 ans que j'en avais 20. Je suis celui-là. Je Ouais. dis: «Merde, mais pourtant quand même je réalise pas ce truc-là» et Mais donc non, mais de toute façon, la limite du jeune est repoussée chaque année. oui, mais bon, ça fait 57 ans depuis 20 ans. Allez, Tu la repousses. 20 ans que je la repousse. Très bien. Merci Jean-Louis pour ce moment, de bonheur, de partage, et d'émotion. Merci de nous avoir partagé cette Mais aventure avec incroyable. plaisir.